Ok, donc rappelle-toi, en début d'année, il y a eu, tu sais, les mouvements avec les syndicats, là. Ah oui, avec la réforme retraite. Et après, il y a eu la révolte dans les quartiers. Ah, avec l'affaire Naël, et puis là, c'est en train de bouger avec ce qui se passe en Palestine. Donc là, maintenant, il faut essayer de deviner où est-ce que ça va péter la prochaine fois en France. Donc tu veux dire qu'on va faire une analyse matérialiste, c'est ça? Mieux que ça, on va utiliser la boule magique. C'est avec ça qu'on choisit les sujets du canard. En gros, tu poses une question et ça va te répondre. Genre, par exemple, est-ce que les gilets jaunes vont revenir en France? Alors? Essaie encore. Ah. Ça fait 5 ans que je la secoue, c'est toujours la même chose, quoi. Bon, je réessayerai pour les 6 ans. Hein. Non mais attends, plutôt que ta boule magique, là, moi je te propose un truc, on va plutôt regarder ce qui se passe dans l'actualité. En ce moment, il y a des manifestations d'agriculteurs partout en France avec leurs petites marques de fabrique, déposer des tonnes de fumier devant les préfectures. Alors on n'en entend pas trop parler, hein, parce qu'ils défilent pas à Paris, et que vu qu'ils sont de la FNSEA, les médias militants relaient peu. Dis-toi qu'ils font des manifs de 200, mais avec 200 tracteurs, donc bon, forcément, ça rend tout de suite mieux. De toute façon, moi j'ai toujours dit qu'en manifestation, il nous fallait une cavalerie si on voulait gagner. À ton avis, comment est-ce que Napoléon il a gagné la bataille de Waterloo? Mais il a perdu Waterloo. Mais raconte pas la fin, là, je vais le voir tout à l'heure. Si la FNSEA manifeste, c'est contre les normes environnementales qui changent très souvent en agriculture. Ils disent que ça les rend moins concurrentiels et que ça favorise l'importation de viande ou de légumes depuis l'étranger. Et ils parlent aussi de l'inflation qui les met en galère auprès de leurs fournisseurs. Ah oui, donc en fait, c'est juste des anti-écolos, ces gens-là. Non, mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait, c'est une question de modèle agricole. L'État pousse pour qu'il y ait toujours plus d'investissements dans les fermes, qu'elles soient toujours plus grosses et productives, ne serait-ce qu'avec l'argent de la PAC européenne qui favorise les grosses structures au détriment des petites. La PAC, c'est 9 milliards par an quand même. Oui, bah justement, c'est des gros agriculteurs qui se font financer par une PAC spéciale gros agriculteurs, donc voilà, ils sont contents pourquoi ils manifestent. Le truc, c'est que plus ça va, plus les fermes coûtent cher. Plus elles sont endettées et plus elles doivent maximiser leurs coûts avec une grande production, donc dépendre de fournisseurs et de revendeurs, ce qu'on appelle les coopératives dans le milieu. Des coopératives qui sont en situation de quasi-monopole et organisent le racket d'une grande partie des agriculteurs, d'où le fait que 26% des agriculteurs sont sous le seuil de pauvreté. Ils sont endettés, cornérisés, coincés. Donc tu vois, si tu mets un bâton dans ce mécanisme-là, genre une réglementation mal pensée comme la Macronie sait faire, bah le système déjà très tendu devient invivable pour les agriculteurs. Les investissements font que les fermes sont extrêmement chères et très difficiles à revendre, et ça pose de gros soucis pour la transmission des fermes, quand on sait que dans 10 ans, la moitié des agriculteurs français prendront leur retraite. Oui, enfin là, tu parles de toi. Moi, personnellement, c'est mon rêve de m'endetter à 5% auprès des banques qui ne prêtent plus d'argent, d'ailleurs, pour une exploitation qui coûte 10 millions d'euros, qui rapporte même pas à SMIC pour 60 heures de travail par semaine. Hein. Et puis, gamin, c'est mon rêve, ça. Ça, et rencontrer Zidane. Les départs d'agriculteurs commencent déjà à poser problème. Le cheptel bovin en France a diminué de 10% ces 10 dernières années et baissera de 20% pour 2035. Beaucoup ont jeté l'éponge et ont abattu les vaches. Donc il y a eu plein de viande sur le marché, ça a fait baisser les prix, ce qui fait que d'autres agriculteurs ont jeté l'éponge. Ils ont eux aussi abattu leur cheptel et mis plein de steaks sur le marché. Alors les mangeurs de viande, ils étaient hyper contents, hein, ça leur coûtait moins cher. Sauf que petit à petit, pour tenir le rythme, on va passer à de la viande d'importation, du Brésil, d'Inde, de Chine et des États-Unis. Et c'est en partie ce qui explique l'augmentation des prix en ce moment. Alors qu'en vrai, il y a le lupin. Je sais pas si vous connaissez le lupin. En fait, le lupin, c'est le soja breton et c'est hyper riche en protéines, quoi. Non mais vraiment, quoi qu'on fasse, hein, c'est toujours le lobby breton qui l'emporte de toute façon, vous êtes partout. Et qui prendra le relais ? Bah, les grosses fermes-usines qui poussent cette logique de production et d'investissement à fond. Quelques personnes pour gérer une ferme à 1000 vaches, une ferme à saumon, des poulaillers géants, enfin tu vois le délire. Un délire d'ailleurs souvent basé sur des technologies de pointe venues de l'étranger et sur une concentration de bétail qui pollue énormément, y a qu'à voir en Bretagne. Et tant pis pour ceux qui peuvent pas s'aligner sur les prix et les investissements. Fini les paysans, bonjour les chefs d'usine agricoles totalement intégrés à une immense ligne de production internationale. Des projets validés par les préfectures et souvent cofinancés par les collectivités. Pour te dire, il y a même les grandes surfaces et leurs grosses capacités d'investissement qui achètent en ce moment des terres agricoles. C'est là où tu te dis en vrai que la concurrence des fois c'est quand même éclaté, hein. Ça pousse les investissements qui sont pas ouf à créer des monopoles et ça fait grimper les prix et après on est dans la merde quoi. On a donc une tendance vers une grosse concentration de l'agriculture en France sur de gros projets à la con. Hein. Il y a une destruction du modèle familial traditionnel pour le renforcement du modèle des immenses exploitations industrielles.
You know what I mean, hein? Oui, mais les agris, là, ils manifestent, mais c'est pas pour le retour de l'agriculture paysanne toute mignonne. Non, mais ils subissent cette transformation et c'est ce qu'ils dénoncent. Quand tu réfléchis, en fait, les normes environnementales, c'est aussi un moyen de dégager ceux qui peuvent pas investir des millions pour être aux normes. Donc la question, c'est pas de savoir si on aime la FNSEA, mais de reconnaître qu'il y a une crise historique de l'agriculture et qu'il va falloir la gérer d'une façon ou d'une autre. Et en plus, la question du pognon, elle est importante parce que tu as parlé des 9 milliards de la PAC, mais il faut savoir qu'il y a 6 milliards de budget au ministère de l'Agriculture aussi. Donc sans compter les autres collectivités, tu as quand même l'agriculture en France qui est subventionnée à 15 milliards d'euros par an, ce qui est énorme. C'est quasiment un service public le truc, quoi. Les aides, il y en a pour tout. Pour l'installation, pour la conversion en bio, pour la conservation en bio, pour les investissements, pour l'entretien des bocages, etc. Et sans ces subventions, en fait, l'agriculture française ne serait pas assez rentable pour faire des investissements et pour se développer. Mais il y a un truc magique qui s'appelle la bureaucratie. Et on adore la bureaucratie. C'est que du plaisir, la bureaucratie. Par exemple, en Franche-Comté, ça râle de fou. Là-bas, t'as des élus, en fait, du Parti Socialiste qui sont incompétents. Attends, tu veux dire des élus incompétents du Parti Socialiste, c'est ça? Oui, ce que je veux parler, ce sont des élus incompétents du Parti Socialiste d'Olivier Faure, tu sais. Ouais, la NUPES, tout ça, ouais. Faut se dire qu'à tout moment, tous les trucs qu'on va dire vont être écoutés par Mathilde Mais Panot. oui, de ouf, hein. Donc maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit et tout. Hein. Et en gros, ces élus incompétents du Parti Socialiste, en fait, ils ont récupéré tout content la responsabilité de redistribuer des aides aux agriculteurs. L'État voulait refiler des administrés pour qu'ils s'occupent du dossier pour les élus PS, là. Sauf qu'en réalité, ces administrés, ils n'ont pas voulu déménager à Dijon. Donc la région a fait des appels à candidature, mais il y a 17 postes qui restent encore vacants. Et en plus, ils ont des logiciels de merde qui ont changé, qui ralentissent tout le processus. Et en vrai, quand tu t'intéresses à l'administration française, t'as toujours une histoire de logiciel qui a changé et qui emmerde tout le monde. Et donc ils arrivent à faire des dossiers avec leur petite équipe là. Et ben en fait, ils en ont fait 300. Waouh, c'est pas mal, hein. Sauf qu'il y en a 3500 qui sont en retard. Et d'ailleurs tellement en retard que ça désorganise tout. Genre les jeunes agriculteurs repoussent ou annulent leur installation, des agriculteurs bio ferment boutique, et les aides d'investissement demandées étaient basées sur des devis qui, faute de retard, sont totalement périmés. Sauf qu'entre-temps, les prix ont explosé, et du coup c'est devenu mission impossible pour les agriculteurs de pouvoir faire leur investissement. Ils peuvent pas passer par le crédit bancaire en ce moment, du coup ils se retrouvent sans rien. Pour te dire, l'administration elle a tellement les morts qu'ils arrêtent maintenant de répondre aux mails et au téléphone. Ah ouais, donc attends, ils rendent dépendants les agriculteurs aux subventions et après ils distribuent pas les subventions. C'est sympa ça pour se verser les salaires, payer les fournisseurs et rembourser le crédit, hein. Et du coup, les agriculteurs, ils sont vénères et dès que tu as un élu incompétent du Parti Socialiste qui pointe le bout de son nez, et ben il les insulte quoi. Mais il faut pas croire que cette histoire, elle est isolée. Genre, tous les agriculteurs bio savent qu'il ne faut pas trop espérer toucher l'aide à l'installation ou au maintien de l'agriculture biologique. Il y a toute une bureaucratie agricole publique qui met des plombes à instruire les dossiers et à verser les aides. Donc forcément, les installations ralentissent et le gros problème que tu avais déjà posé du renouvellement des agriculteurs devient encore plus grave. Donc les agris, c'est un peu particulier parce qu'ils sont à la fois dépendants de grosses coopératives monopolistiques privées qui les raquettent en amont et en aval de leur production et ils dépendent en même temps de l'administration française nulle à chier que tu peux pas faire confiance. Et au-dessus de ça, évidemment, tu as la banque avec une épée de Damoclès qui te menace à tout moment. Donc en fait, non, les agriculteurs, c'est pas du tout un service public, hein, c'est juste des gens qui se font bouffer par des rapaces. Mais est-ce que le bio, ça serait pas ça, cet autre système? Le bio, c'est une partie de la solution. Hein. Tu as 10% de la surface agricole qui est en bio en France et ça représente 16% des emplois directs. Ça veut dire qu'avec une petite surface, ils arrivent à créer beaucoup d'emplois. Et c'est un secteur où il n'y a pas eu encore d'immenses investissements comme en Espagne, tu sais, avec leurs champs de serre là. Donc il y a beaucoup de petites productions très intensives qui écoulent leur stock dans des magasins spécialisés ou sur les marchés, évitant le racket des coopératives et la concurrence directe avec les autres agriculteurs. Et vu que les prix du bio était très très haut, on pouvait rentabiliser facilement le travail, même lorsqu'il était relativement peu mécanisé, c'est-à-dire sans grand investissement. Et là, les normes très critiquables du bio, ça a permis d'un petit peu protéger le marché pour que tu aies des petits agriculteurs qui se développent. Sauf que le bio, il se casse la gueule un peu quoi. La Biocoop avait poussé les prix à fond avec des marges de taré, ça a créé des effets d'aubaine qui aujourd'hui se renferment sur les agriculteurs. On n'a plus les moyens, nous, de se payer les bio avec l'inflation et compagnie là, du coup on va ailleurs, les boutiques elles ferment, il y a moins de débouchés
débouchés, donc il y a moins de gens au marché. Et puis il n'y a pas moyen d'augmenter les prix parce que sinon, en fait, il n'y a plus de clients. Et donc beaucoup d'investisseurs, d'agriculteurs qui étaient basés sur ces débouchés-là qui disparaissent petit à petit, ils se retrouvent quand même vachement dans la merde. Et là encore, comme avec la restauration, les petites entreprises, en fait, l'inflation, elle est mortelle. Et là encore aussi, ceux qui vont en tirer profit, c'est les gros industriels et les gros agriculteurs qui, avec leurs gros investissements, peuvent produire pour pas cher. C'est là où tu vois que l'augmentation des salaires, c'est pas juste une revendication de salariés, c'est genre une nécessité pour tout le monde en fait. Donc bon, le bio se pète un peu la gueule, hein. Les fermes familiales aussi, et dans 10 ans, on sera à moitié sous perfusion d'importation d'étrangers, moitié avec des fermes-usines ultra polluantes. Et le tout organisé par des élus locaux et une administration agricole corrompue. Et voilà. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Mais il y a forcément des trucs à faire, non? Sans aucun doute. On est sur la bonne voie, Ok, alors, soyons méthodiques. Déjà, sur le départ en retraite des agriculteurs, faut se rendre compte d'une chose. Oui, des gens vont partir, mais d'autres peuvent arriver. Le bio, ça a été aussi des milliers de jeunes à se lancer dans des exploitations agricoles pour créer un modèle qui reste aujourd'hui rentable, malgré les ralentissements. Travailler dans l'agriculture, ça a pour beaucoup plus de sens que de faire des bullshit jobs en ville, hein. Donc il y aura toujours des gens pour s'y mettre, à condition que l'agriculture ne ressemble pas à l'usine, qu'on puisse devenir agriculteur sans avoir besoin d'immenses investissements, que l'attribution des terres soit plus gérée par la mafia de la SAFER, bon ça c'est un autre sujet de vidéo, et que les aides soient bien distribuées. Sachant que il faut pas oublier que les investissements, des fois c'est bien, genre un tracteur, des serres, machin, c'est une chose, mais par contre ça peut parfois partir en couille, genre des serres chauffées au gaz pour faire des tomates, c'est du bidon, parce que les tomates c'est de la flotte et que ça vit que de subventions à la con et ça fait mettre en faillite plein de gens. Et donc vaut mieux des gens qui travaillent bien dans un champ de façon intelligente et remplacer les investissements bidons par des emplois réels, surtout vu le taux de chômage en France. Et les deux solutions sont viables économiquement, faut juste en choisir une quoi. Et si l'agriculture crée plus d'emplois, on peut donc investir plus que les 15 milliards dont on a parlé, hein, pour diversifier les lieux de vente avec des marchés par exemple, pour investir dans les petites villes où devront se loger les ouvriers agricoles, pour investir dans les CUMA où le matos agricole est partagé, massivement investir dans une recherche, un point moins orienté par l'INRA, et pourquoi pas dans des équivalents de tickets resto, mais pour les marchés par exemple, cofinancés par l'État ou les collectivités, histoire que tous on ait les moyens de manger bien, tout en favorisant les exploitations respectueuses et pas celles qui saccagent les prix. Alors évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais on sera moins concurrentiel à l'étranger, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être autonome en bouffe, pas rendre dépendant d'autres pays de notre agriculture et notre industrie. Et est-ce qu'on ne nommerait pas Oussama Hamar ministre de l'administration française pour transformer la bureaucratie avec l'intelligence artificielle, tu vois la ChatGPT là, et comme ça, hop, fini les galères. Bon, pour ça, faut réglementer, mais bien, en contrôlant les investissements, en interdisant les gros projets et en fixant des prix rémunérateurs pour la production. Genre, quitte à ce que ce soit des grosses coopératives qui fixent ces prix pour se faire du fric, autant les réquisitionner et fixer nos prix nous-mêmes, sans se mettre tous en concurrence comme des débiles. Que les fausses coopératives corrompues en concurrence deviennent une vraie organisation où les agriculteurs peuvent démocratiquement choisir leur prix et leur investissement. Ça changera des rendez-vous à la banque et des manifs dans les préfectures. Et puis bon, pendant qu'on y est, on peut faire pareil pour les grandes surfaces, hein, parce que Leclerc, Carrefour, tu vas pas me faire croire que c'est pas la même merde. Donc autant prendre la main aussi dessus pour éviter de se faire racketter par ces types. D'ailleurs, les agris, ils font souvent des manifestations devant les intermarchés et compagnie. Là encore, la réquisition et la gestion collective des monopoles, ça permet de décider nous-mêmes de ce qu'on veut vendre, à quel prix et en quelle quantité. Adieu les marges des intermédiaires, les prix trop bas, le foutage de gueule en permanence et la voracité de la concurrence, on décide ensemble. Et de toute façon, les agris, vous êtes déjà dépendants des grandes surfaces et des coopératives et des banques en plus de ça. Alors le moyen de s'en sortir, c'est de nationaliser toutes ces merdes-là et de les démocratiser comme on dit ici. Alors bon, ça va demander un peu de temps hein, et de gestion parce qu'il y aura des assemblées, des commissions tirées au sort et pas mal de conflits pour définir les prix, les investissements, les débouchés et les développements des exploitations. Mais bon, ça sera aussi la fin du stress et des manifs à foutre du lilier partout, hein. Donc pas sûr d'être si perdant au final. Et d'ailleurs, si on contrôle toute la chaîne de production, ça va être bien plus simple de gérer les conséquences du réchauffement climatique. S'il y a une sécheresse dans un endroit, on investit dans un autre pour compenser. S'il y a des céréales genre le maïs que c'est plus viable de cultiver, on planifie la diminution de la production en organisant la transition pour les céréaliers concernés sans menace de fermeture, en assurant un débouché qu'on aura calculé à l'avance sans qu'ils prennent le risque de tout perdre. Et on prend en charge de façon collective tous les coûts nécessaires à la transition
transition écologique pour toutes les exploitations de façon concernée sans que la concurrence vienne tout gâcher. On a perfectionné les techniques agricoles, mais tant mieux. Mais maintenant, il faut organiser la production de façon raisonnée, réfléchie, et ça évitera les problèmes qu'on a cités avant. Alors là, évidemment, on n'a fait que esquisser le truc, hein. C'est pas un plan détaillé, mais c'est quand même quelques pistes de réflexion qui nous semblent intéressantes. En France, on a plein de gens vachement doués en agriculture, donc il y a moyen de trouver des solutions, et beaucoup ont déjà été partagées. Ça mériterait peut-être des vidéos supplémentaires d'ailleurs. Sans compter dans les pays étrangers qui font par exemple déjà face à la sécheresse, il y a des leçons à en tirer. Et puis, pour terminer, pour conclure tout ça, arrêtez de manger des vaches. Ça ne se mange pas, les vaches. Ce sont des animaux. On ne mange pas des animaux. On était à 2 doigts de se réconcilier avec les agriculteurs, Johan. Là, tu gâches tout. Ils mangent des cadavres d'animaux morts. Ils sont morts, les animaux, quand ils les mangent. C'est bon. Alors qu'il y a le lupin, quand même. Eh bah, il va en falloir d'autres des vidéos sur l'agriculture, hein. Ok, je te présente le plan, tu me dis ce que t'en penses. Ok. Donc ça commence, Champs-Élysées, déjà on envoie les gilets jaunes, d'accord? Ils arrivent, ils foutent le bordel dans les champs, ils chantent, on est là, machin, tu connais. Et donc après, les CRS, ils vont venir en se disant, oh tiens, on va taper les gilets jaunes, donc ils viennent, et c'est à ce moment-là qu'on envoie la cavalerie des agriculteurs avec leurs tracteurs pour défoncer les flics comme ça. Mais attends, on pourrait demander de l'aide des centres équestres, hop, je suis sûr qu'ils seraient chauds. Ensuite, en même temps, en parallèle, on envoie nos troupes de gens de quartier à la défense foutre le bordel et après conquérir la bourse, d'accord, le 440, et comme ça, hop, ils mettent du rap et ça fait une grosse scène et c'est trop l'ambiance, quoi. Mais attends, ce que tu dis, c'est un peu raciste, non? Ouais, mais s'ils le font, ce serait banger quand même. Et pendant ce même temps-là, on envoie, tu sais qui? Les commerçants. Les commerçants, on les met devant le parvis de l'Assemblée nationale parce que eux, ils arrivent à tenir des stands. Du coup, ils peuvent mettre en place un QG temporaire, là où on prendra les décisions, avec une grande carte et plein de petits jetons et figurines. C'est sûr, ça va marcher. Hein. Je pense. On va vérifier quand même. Alors? N'y compte même pas.